Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes le 29 avril 2026. Tout d'abord, plutôt que de le faire à la fin, je le fais au début. Si vous aimez ce que je vous explique sur Paix et Guerre, ce qui se passe sur Paix et Guerre, merci de liker cette vidéo, de la partager, de faire connaître la chaîne, de participer si vous en avez envie et que vous le pouvez au cercle des amis de Paix et Guerre. Les liens sont en description de toutes les vidéos de la chaîne qui permet d'avoir d'autres contenus, les clés du monde, le grand direct. Merci de nous soutenir, voilà, comme vous le pouvez, en commentant aussi, ou si vous le pouvez, par Tipeee, c'est toujours possible aussi. Alors aujourd'hui, 3 points. D'abord, un point sur l'Iran. Voilà, où en est-on? Mais je serai assez rapide parce qu'on en est à peu près nulle part. En revanche, je voudrais vous parler des conséquences géopolitiques, des conséquences vraiment stratégiques et aussi géoéconomiques du conflit, parce que là, on se rend compte que l'impasse n'est pas que dans la négociation sur le cas iranien, si vous voulez, c'est un accélérateur d'autres phénomènes. Bon, voilà. Donc je vais revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est le virage russe, de mon point de vue, vers un durcissement quand même de la posture de Moscou sur un certain nombre de sujets, sur l'UE bien sûr, sur l'OTAN et aussi vis-à-vis des États-Unis. Et là, le conflit iranien a été l'occasion, là, récemment, d'une clarification par Moscou, par Vladimir Poutine lui-même, qui a des incidences et qui va avoir des incidences, à mon avis, assez importantes sur l'avenir du conflit iranien. Troisième point, je reviendrai sur la décision des Émirats arabes unis de sortir de l'OPEP et de l'OPEP+. Et voilà, il y a plusieurs interprétations possibles de ce mouvement des Émiratis. J'essaierai de vous expliquer un peu ce qu'on peut en penser. Alors, premier point, l'Iran. Bon, vous le savez, les négociations sont au point mort. Elles sont au point mort essentiellement parce que les Américains refusent de concevoir les négociations comme autre chose qu'une capitulation, alors même qu'ils n'ont pas la main, à vrai dire, ni militairement, ni stratégiquement, et de moins en moins géopolitiquement. Donc, il n'y a pas eu, même à Islamabad, hein, même lors du premier round, qui s'est terminé très vite, et du second qui a été carrément avorté dans l'œuf, parce que les Iraniens, en fait, n'en voulaient pas tant que n'était pas admis ce qui avait été admis lors du premier round, soi-disant par les Américains, c'est-à-dire leur plan en 10 points comme base de discussion. Eh bien, il n'y a pas de négociation directe, si vous voulez, entre Iraniens et Américains. Tout ça, ça passe par les Pakistanais, par d'autres aussi. Enfin, il y a plusieurs canaux, naturellement, comme chaque fois, qui ne vont pas d'ailleurs tous dans le même sens, mais enfin qui essaient de débloquer une situation qui est en fait une impasse dans laquelle, quand même, Washington s'est mis en déclenchant cette guerre avec et pour des objectifs qui étaient essentiellement quand même les objectifs d'Israël, plus que ceux des États-Unis, à mon avis, en tout cas en termes d'intérêt, c'est assez net. Et tout ça est en train de plonger eh bien, l'ensemble de la planète dans une récession, en fait, dont on ne voit vraiment que les tout premiers signes, mais qui, si ça continue, et si on ne corrige pas très vite le tir, va être, à mon avis, assez lourde. En tout cas, ces pourparlers n'ont rien produit, donc parce que les bases sont mauvaises, évidemment, parce que c'est une question de souveraineté pour l'Iran, parce qu'il est hors de question de discuter sur le ton et des points d'ailleurs que veulent traiter les Américains. C'est toujours la même chose, rendez-vous. Vous avez gagné là militairement cette première manche, entre guillemets. Vous coincez toute l'économie mondiale aussi. Nous vous avons mis un blocus, contre-blocus pour essayer de vous étouffer, de vous affamer, parce que c'est littéralement ce qu'essaie de faire là Washington avec son blocus à la sortie du détroit. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour amener les Iraniens à récipiscence et même sans aller jusque-là,
pour les amener à négocier. Ce qu'ils veulent négocier, c'est des choses qui sont fondamentales pour eux pour que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire fin de l'agression, engagement des Américains et d'Israël à ne plus les agresser militairement, lever des sanctions, lever des gels sur leurs avoirs. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont pour eux des préalables. Et à vrai dire, la question nucléaire a été clairement, par divers canaux officiels, remise à plus tard, c'est-à-dire on ne va pas parler de nucléaire. Or, c'est le point américain, n'est-ce pas, sur lequel tout se concentre du point de vue américain, puisque le reste, ils ont un peu échoué. Ils ont même échoué d'ailleurs à récupérer les fameux 430 ou 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Mais les Iraniens disent qu'en fait, c'est plus le sujet. On ne va pas parler de nucléaire. Tant qu'on n'a pas traité le reste, on va parler de rien du tout, à vrai dire. Voilà. Donc si vous voulez, c'est une posture beaucoup plus souveraine, beaucoup plus... Voilà, on ne discute plus sur les fausses bases, en fait, proposées par Washington, proposées sans être proposées, parce que pendant ce temps, l'armada américaine essaie de se renforcer dans la mesure du possible, soit pour relancer une deuxième phase de frappe, de missiles, frappes aériennes, etc. Mais si elle ne mène à rien, voilà, on n'exclut pas non plus, et certains spécialistes, certains analystes américains n'excluent pas non plus que les Américains soient assez fous pour imaginer d'aller au sol. Voilà, bon, tout ça, c'est vraiment les scénarios du pire, évidemment, à la fois pour l'Iran, mais pour le monde entier, parce qu'on imagine l'enlisement qui s'en suivrait. Avant de poursuivre, un mot sur Or.fr, notre partenaire aujourd'hui, que nous remercions de soutenir la chaîne et notre travail sur Paix et Guerre. Dans un monde marqué par l'instabilité, les risques géopolitiques, la rupture des équilibres économiques, la question de la souveraineté ne concerne pas simplement les États. Elle concerne aussi la façon, à titre individuel, dont chacun organise et sécurise ce qu'il détient. Depuis 2011, Or.fr permet aux particuliers et aux entreprises d'acquérir et de détenir de l'or et de l'argent physique sous forme de lingots et de pièces provenant de raffineurs accrédités. Les métaux sont détenus en votre nom propre et stockés hors du système bancaire dans des coffres-forts sécurisés en zone sous douane. Chaque client reçoit un certificat de stockage nominatif édité par un tiers indépendant qui atteste de sa propriété directe des métaux. Il est donc possible d'auditer les coffres, d'y accéder physiquement et de demander le retrait de ce qui s'y trouve. Les métaux sont également assurés et Or.fr vous fournit aussi un service de rachat et un service de livraison à domicile pour ceux qui préfèrent conserver eux-mêmes leurs pièces et leurs lingots. Cette communication est fournie à titre informatif et ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement. L'investissement dans les métaux précieux comporte des risques, notamment de perte de capital. Vous trouverez le lien affilié en description pour en savoir plus et je remercie de nouveau Or.fr de soutenir Paix et Guerre. Il est vrai que du côté de Trump, bon, la question des midterms, c'est sûr qu'il serait bien mieux pour lui qu'il arrive à faire la paix, mais néanmoins, l'ensemble du Congrès américain soutient Israël. Et c'est une guerre qui a été faite essentiellement pour les Israéliens, par rapport à des objectifs israéliens. Donc, il n'est pas certain, finalement, que Trump ait tant de problèmes pour faire admettre de relancer la machine à tuer américaine. Voilà, donc c'est très difficile de savoir si en fait, en dépit de la panique dans laquelle sont les Américains, ils ne vont pas choisir le pire, c'est-à-dire au lieu de mettre les bouts, de sortir de ce guêpier, comme je dis, et d'essayer de commencer à discuter sérieusement, donc de renoncer, évidemment, puisqu'ils ont échoué, à un certain nombre de leurs prétentions par rapport à l'Iran, et il n'est pas certain qu'ils ne préfèrent pas finalement la fuite en avant pour des raisons
voilà, de posture, mais enfin, ils ne comprennent pas que cette posture, en fait, les met en danger au-delà même de ce conflit lui-même. Bon, en tout cas, du côté iranien, on se prépare au choc, ça c'est clair. Ils sont assez intraitables sur donc, les bases nécessaires de toute une quelconque négociation, si vous voulez. Ils tiennent le manche du conflit, ils bloquent Hormuz, ils l'ont miné, et Hormuz, en fait, c'est désormais leur arme, je dirais, principale de dissuasion d'une attaque bis, hein, américaine et israélienne, et c'est leur moyen de coercition, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire, sur la volonté américaine. Donc c'est une coercition en fait économique, et d'ailleurs au-delà financière, mais économique déjà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les Américains peuvent comprendre? C'est très difficile. C'est très difficile. Pour l'instant, le contre-blocus de Trump se poursuit. Il considère que lui aussi les tient à la gorge comme ça. Il veut faire souffrir le peuple, il veut faire souffrir le régime. Il veut menacer en fait d'étouffement, littéralement, l'Iran. Mais ça ne va pas produire d'assouplissement. Donc ça va juste rigidifier les positions. Alors certains expliquent que l'Iran est suicidaire. Moi, je pense que surtout l'Iran est souverain et a bien l'intention de le démontrer, même s'il doit en souffrir. Pour l'instant, c'est surtout l'économie mondiale qui est en grand danger. Il est évident qu'on va au-devant d'une très forte récession mondiale dont nous ne voyons que les prémices, à la pompe, hein, et puis dans les compagnies aériennes qui commencent à limiter les vols. Mais au-delà du transport, c'est bien sûr l'alimentation, parce que tout marche avec du pétrole. Notre économie marche avec du pétrole. L'économie mondiale marche avec du pétrole. Donc c'est la croissance mondiale tout entière qui est menacée. On estime qu'entre 10 et 15 millions de barils jour sont retirés du marché. Les stocks stratégiques, certes, c'est bien, mais ce n'est pas éternel. Hein, puis il faut aussi les reconstituer et ils ne feront pas longtemps tampon. Et on estime, enfin, ce n'est pas moi, hein, mais les spécialistes, les bureaux d'études, de prospective, etc., estiment que la croissance mondiale peut connaître une chute, là pas à très très court terme, mais d'ici quelques mois, si ça continue comme ça, une contraction très forte en fait de la production mondiale, entre 5 et 10%, ce qui est quand même colossal. Voilà. Donc, que faire? Il faudrait que les Américains admettent qu'ils ont perdu, qu'ils se sont lancés dans une aventure qui ne tourne pas du tout en leur faveur. Et pour mettre fin au blocus d'Ormuz, c'est très clair, il faut repartir du plan en 10 points proposé par Téhéran et soi-disant accepté par les Américains comme base de discussion. Non-agression, levée du blocus, levée des sanctions, on ne parle plus du nucléaire, ce qui veut dire que même ceux qui s'imaginaient que Trump, au mieux, pourrait espérer un retour à ce qu'il avait détesté et ce dont il s'était retiré en 2018, c'est-à-dire l'accord conclu par Obama en 2015 qu'on appelle le JCPOA, tout ça, c'est où l'uranium enrichi iranien était sous contrôle, surveillé. La Russie avait son rôle, en prenait une partie, le monitorait, l'AIEA pouvait inspecter, etc. Tout ça, c'est même plus sur la table. Voilà, donc c'est un recul considérable, considérable. Voilà, c'est un recul considérable. Donc, alors, au plan géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Si on essaie de prendre un peu de hauteur, bon, finalement, ce qu'ont voulu faire les Américains pour démontrer qu'ils étaient capables de mettre à bas, n'est-ce pas, l'avance, la bascule du monde et la mise en place d'une multipolarité de plus en plus cohérente, efficace, intégrée, etc., notamment à l'échelle de l'Eurasie, en fait, ça s'avère être un combat d'arrière-garde et même un combat suicidaire qui vraiment a un effet boomerang très dommageable pour l'image, pour le crédit américain, pour tout, et bien sûr pour tous ceux qui y croient encore. Bon, donc en fait, ça précipite le déclin américain au lieu de l'empêcher, de l'interrompre, et ça précipite bien sûr en cascade
la crise européenne, hein, qui est là aussi, même si on continue à faire les malins, il est évident que nous sommes dans une situation économique extrêmement dommageable. On n'a pas de pétrole, nous, hein, voilà, c'est quand même clair. Bon. Donc, les États-Unis, en fait, n'ont plus vraiment de marge d'erreur possible, si vous voulez. Ils ont créé leur problème avec cette décision d'attaquer l'Iran. Et les efforts de Trump pour créer, avec cette profusion inarrêtable, cette logorée par tweet permanente qui explique qu'ils ont tout gagné, ils ont tout détruit en Iran, la guerre est déjà gagnée, en fait, on se demande vraiment ce qu'ils font là, finalement, hein, pourquoi il y a ce blocus, s'ils ont tout gagné, c'est tellement extraordinaire. Mais en fait, ce narratif est tellement faux, tellement délirant, tellement déconnecté de la réalité de la situation, que c'est pire, si vous voulez, ça a un effet aggravant. Ça a complètement échoué et il n'y a plus de sortie de crise positive en vue, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi sur le front européen, parce que sur le front européen, c'est le même enlisement. Donc il y a une espèce de convergence, si vous voulez, entre qui est très dangereuse, entre la guerre contre l'Iran, les tensions avec la Russie, et je vais revenir sur ce que ça produit, parce que tout ça, finalement, c'est en train de se solidifier en un front de plus en plus consolidé, de plus en plus étanche, en fait, et réfractaire à l'approche américaine. Pourquoi ? Parce que cette approche américaine, elle s'apparente vraiment, de mon point de vue, non seulement c'est l'anti-diplomatie, l'anti-dialogue, mais c'est une telle démonstration de mépris vis-à-vis de la planète entière, et avec les mots pour le dire, si vous voulez, c'est pas simplement quelques actes ou quelques décisions, c'est Trump, c'est les gens autour de lui qui parlent d'assassiner en fait tout ce qui leur résiste, tous les leaders qui leur résistent, tous ceux qui ne veulent pas faire ce qu'ils demandent, faire ce qu'ils ordonnent. Enfin, on est quand même on est dans une régression, à mon avis, diplomatique, morale, évidemment, politique, très lourde. Et le problème, c'est que cette régression, c'est entre guillemets le camp, n'est-ce pas, du bien, le camp du développement, le camp de la lumière, le camp de la supériorité, n'est-ce pas, qu'il incarne, qui le met en œuvre. Donc, en tout cas, l'excès de confiance américain a finalement ne produit rien de bon, et surtout produit la convergence entre toutes les récalcitrances, si j'ose dire. La russe, l'iranienne, la chinoise et tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un cauchemar stratégique. Hein. Là, il y a un moment où même les États-Unis, même le gigantisme de leurs moyens, même leur puissant appareil militaire ne peuvent pas faire face à tout cela. Bon, je vous en ai déjà parlé depuis longtemps à propos de plein de sujets, de plein de points de démonstration en fait de ce problème. Mais bon, si vous voulez, les élites aux États-Unis, en fait, souffrent d'une sorte de disconnexion gigantesque et extrêmement dommageable, déconnexion, si vous voulez, de la réalité, en fait, du monde, des autres, des adversaires, des partenaires, de ce qu'il faut faire avec eux, de ce qu'il faut faire contre eux même. Et en fait, ils s'enfuient, ils s'échappent dans des fantasmes, dans des issues soi-disant rayonnantes, etc., mais qui n'ont pas le début du commencement de la possibilité d'une réalisation. Voilà. Et comme je le dis, en plus, il y a une déréliction morale, mais totale, c'est-à-dire il y a un renoncement total à l'idée même d'avoir des interlocuteurs. Et ça, c'est un signe que ça va pas du tout, si vous voulez. Alors, on a eu, si vous regardez un peu les médias américains, il y a des interviews lunaires. Donc, il
il y a des généraux américains à la retraite qui se répandent sur les grandes chaînes américaines en expliquant que, bah, écoutez, si nos adversaires ne comprennent pas ce qu'on veut et ne font pas ce qu'on veut, en fait, eh bien, on peut les assassiner, c'est raisonnable. Et les gens qui lui donnent la parole ne disent rien. Il n'y en a pas un qui dit, général, que dites-vous là? Vous appelez à l'assassinat des leaders étrangers. On est complètement, si vous voulez, là, c'est même pas les masques sont tombés, c'est au-delà de tout. C'est-à-dire ce que je dénonçais, en fait, c'était les débuts, il y a une dizaine d'années. Là, maintenant, c'est en pleine vue. C'est un total renoncement à toute idée de simplement d'humanité de base, de bon sens, de morale, de manière de faire, de manière d'être avec les autres qui ne sont en effet pas toujours d'accord avec vous. On ne peut pas tuer tout le monde quand même. Eh bien si, voilà, donc on est dans cette guerre qui est une guerre effectivement de choix, qui est une guerre d'agression, hein, face à un pays qui ne menaçait pas les États-Unis, voilà, donc il n'y a aucune légitime défense, si vous voulez, qui soit recevable comme motif à ce qu'ont fait les Américains et les Israéliens. Ça viole la Constitution américaine, ça viole le droit international, ça viole la loi américaine, ça viole tous les canons de la décence la plus minimale. Et on continue toujours à raconter, comme en Europe vis-à-vis de la Russie, on explique que la menace est imminente, qu'il faut se renforcer. Bon, alors, contre les Russes, on a l'impression qu'ils sont aux portes littéralement de l'Union européenne, n'est-ce pas? La russophobie est devenue complètement hors de contrôle. Et les Russes l'ont compris maintenant, et je pense qu'ils en tirent des conclusions lourdes. Mais du côté iranien, c'est la même chose, c'est-à-dire on raconte, on ment, on explique en fait que l'autre partie doit juste, comment dirais-je, capituler, voilà. Et si elle ne veut pas capituler, eh ben, on va tuer tous les leaders iraniens. Ben voyons, voilà. Bon. Donc c'est devenu une routine, si vous voulez. C'est ça, c'est-à-dire ce niveau de violence verbale, politique et concrète est devenu l'ordinaire, en fait, du comportement des responsables américains. C'est assez inquiétant. Surtout que quand même, on peut se dire qu'à un moment donné, ça pourrait donner des idées. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas s'étonner si nous aussi, on peut avoir des leaders qui sont assassinés au bout d'un moment. Si vous voulez. Où va-t-on avec ce type de comportement? Voilà. C'est au-delà de la jungle. Donc Trump continue à raconter qu'il a toutes les cartes en main, mais en fait il n'en a pas, il n'en a aucune. L'Iran, lui, a Hormuz, l'Iran peut contrôler Bab el-Mandeb, l'Iran peut contrôler la mer Rouge, l'Iran contrôle les pipelines. L'Iran, clairement, veut changer de paradigme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire ça n'est pas le retour au statu quo ante, ça ne leur suffit plus, loin de là. Donc, où est la solution dans tout ça si les Américains ne le comprennent pas, si vous voulez? Il faut se mettre un tout petit peu à la place des autres, même si ce sont vos adversaires ou vos ennemis, pour essayer de définir les marges possibles et le cadre possible d'une discussion, d'une négociation, d'un compromis. Sinon, eh ben, on va subir les conséquences. Donc voilà, ce sera bien sûr les ruptures d'énergie à la pompe, ce sera les gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus emmener leurs enfants à l'école, qui ne peuvent plus acheter des choses, qui ne peuvent plus avoir la nourriture qu'ils veulent, qui ne peuvent plus trouver de l'aluminium, qui ne peuvent plus... voilà, on est qu'au début, donc on ne le voit pas encore beaucoup, c'est perlé encore, parce que pour l'instant, il y a encore des tampons, entre guillemets. Mais jusqu'à quand? Voilà, jusqu'à quand? Je ne pense pas que ce sera l'Iran qui va capituler. Donc il faut que les Américains tirent les conséquences de ce qu'ils ont fait et de ce que ça a produit. Bon.
Donc, je ne parle pas même pas du coût de l'électricité, enfin tout ça, du gaz, de tout, hein, si vous voulez. Donc en fait, on est dans une guerre globale qui se structure de plus en plus. Et on voit que l'Iran, finalement, a pris le mors aux dents et est en train, en bloquant Hormuz, de remettre en cause et de mettre en danger, en fait, toute l'architecture économique et financière mondiale qui existe depuis le premier choc pétrolier, depuis 1973, depuis la fin de l'étalon or, du dollar. Donc c'est au-delà de l'hégémonie du dollar, c'est au-delà du pétrodollar même, c'est toute la structure qui permettait aussi aux pays du Golfe de maintenir les prix du pétrole voilà, à des taux intéressants, à des taux suffisamment élevés, et pour pouvoir, parce que c'était quoi l'objectif? C'était de pouvoir transférer toutes les richesses produites par ce pétrole à un bon prix, toutes ces économies, si vous voulez, qu'ils faisaient grâce à leur production de pétrole à un bon prix, les réinjecter dans l'économie américaine et les réinjecter surtout dans la bourse et dans la financiarisation progressive de l'économie occidentale. Donc ça, le monde très financiarisé, si vous voulez, est en train aussi de trouver ses limites parce qu'on est en train de retomber sur le réel. Et le réel, c'est tu as du pétrole, tu n'en as pas. Tu peux en produire, tu peux en transporter, tu peux en fournir aux autres ou pas. Voilà. On est un peu, si vous voulez, on est dans un mouvement qui met en danger cette économie en fait un peu virtuelle sur laquelle se sont fait des fortunes colossales naturellement, économie de papier qui ne produisait pas grand-chose, hein. En tout cas ce n'était pas de l'économie réelle, c'était de l'économie du trading, voilà, de mettre de l'argent, l'argent immédiat, l'argent instantané sur les marchés. Et donc déconnecté en fait de la réalité de l'économie du monde. Bon, donc probablement si ça continue, si les Américains ne veulent pas en fait, ne supportent pas l'humiliation qu'ils sont en train d'endurer et préfèrent aller vers la fuite en avant plutôt que d'arrêter les frais pendant qu'il est encore temps. Ça peut être la destruction, ou en tout cas le fait de voir des marchés très abîmés, et de voir des pratiques financières qui vont quand même devoir changer. Parce que voilà, on va être moins dans le papier, on va être plus dans le concret, si vous voulez. Clairement, le baril, s'il devient trop élevé, c'est pas juste... comment dirais-je, des augmentations ou des fluctuations artificielles sur des courbes. Ce sera moins manipulé. Il y a un retour à l'économie réelle. Et en fait, ça, c'est un tsunami pour la finance internationale. Et je pense que d'ailleurs, ils en prennent bien conscience. Et pourquoi l'Iran fait-il ça? D'abord parce qu'on l'a agressé, donc il a réagi. Et en fait, il essaie de briser ce siège qui lui est fait depuis un demi-siècle, depuis la création depuis 1979, depuis le début de la République islamique. Et bien sûr, son économie, alors que c'est un pays immensément riche énergétiquement, son économie s'est trouvée étouffée, asphyxiée depuis presque 50 ans. Donc ils veulent casser ça en fait. Et donc le contrôle, le fait de contrôler Hormuz, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas simplement une affaire de pétrole. C'est, comment dirais-je, c'est remettre un peu en ordre la souveraineté à l'échelle régionale. Voilà. Et de montrer qui a vraiment son mot à dire, si vous voulez. Bon. Donc, le système occidental, il montre déjà des signes de faiblesse, c'est évident. Avec des prix artificiels du pétrole, avec des coupures dans les chaînes d'approvisionnement. Mais si vous regardez sur le temps, et c'est ça qu'il faut faire en géopolitique, l'Iran l'emporte parce que l'Iran a des ressources, l'Iran a des choses concrètes, si vous voulez.
Et il a aussi une population qui, contrairement à ce qu'on raconte, est à mon avis assez mobilisée face à l'agression dont elle fait l'objet, même s'il y a des partis qui, bien sûr, voudraient que le régime change, etc. Et ils ont surtout une vision stratégique. Ils ont une vision qui va même au-delà de l'État-nation, si vous voulez. Il y a une forme de volonté d'exemplarité qui n'est pas à négliger, à mon avis, si on veut comprendre ce qui se passe. Bon. Et puis surtout, ils ont des alliés puissants. Bien sûr, les Chinois, donc qui ne mènent pas la guerre directement, mais qui sont clairement là. Et dans 15 jours, Trump va théoriquement à Pékin, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Mais il y a aussi la Russie. Et c'est mon deuxième point, la Russie qui clairement est en train de réinvestir l'échiquier moyen-oriental assez clairement, après que, face au messianisme trumpien de Netanyahou, cette espèce de psychologie complètement entêtée, complètement bornée, est complètement opposé en fait à des formes de négociation et de compromis, si vous voulez. La Russie en profite, c'est clair. Et l'Iran est en train, grâce à la Russie, finalement, de se mettre en position de pouvoir dicter les termes, dicter ce qui va se passer après la guerre. Voilà. Et ça, c'est une bascule, c'est un séisme en fait. C'est sismique ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le ministre des Affaires étrangères iranien a fait une petite tournée, est allé au Pakistan, est allé à Oman et ensuite est allé à Saint-Pétersbourg voir Vladimir Poutine pendant au moins 1h30. Bon, déjà, voilà, ça veut dire que là, le lien est clair. Il y a eu des discussions, bien sûr, dont il est difficile de savoir exactement quelle a été la teneur totale, mais ça a un impact sur la carte diplomatique du Golfe Persique, si vous voulez, et à mon avis, pour très longtemps. Donc, la Russie, par la voix de Poutine, a affirmé publiquement son soutien complet à la République islamique, à sa souveraineté, à son indépendance. Donc c'est vraiment un soutien. Ils backent vraiment l'Iran, ils soutiennent, ils assurent les arrières en fait de l'Iran. Donc ça veut dire que ce qui se passe, ce qu'on fait à l'Iran résonne à Moscou directement, beaucoup plus directement qu'avant. Poutine a aussi dit, il a révélé qu'il avait reçu un message personnel du guide suprême, donc du fils de l'ayatollah Khamenei, quelques jours auparavant. Ils ont expliqué en fait, si vous voulez, ils sont officiellement des acteurs éminents de tout cessez-le-feu et de tout processus de paix, c'est clair. Et c'est l'Iran qui le demande et c'est la Russie qui l'accepte. Et donc c'est une manière aussi de forcer Washington à discuter directement avec Poutine aussi. Alors en plus, Poutine a fait une offre que les Américains ont refusée. Donc ça pose la question de, écoutez, il n'y a aucune raison de refuser. Donc pourquoi refusez-vous en fait? Vous voulez vraiment la guerre? Poutine a accepté de prendre l'uranium enrichi, ce qu'il avait déjà accepté à l'époque en 2015, au moment du JCPOA. Donc ça marche, ils savent faire, Rosatom sait faire, etc. Conserver, monitorer, permettre à l'AIEA d'inspecter, etc., etc. Donc Poutine a offert une solution, en fait, à cette fameuse question de l'uranium enrichi iranien que les Israéliens veulent voir détruit complètement. Mais en même temps, l'Iran, signataire du TNP, a le droit à l'enrichissement civil de l'uranium. Bon. Donc, en tout cas, Poutine a proposé de s'occuper de cela, de surveiller, de conserver, de permettre l'inspection étroite de l'AIEA. Voilà. Les États-Unis disent non.
ça peut marcher instantanément. Donc, si vous voulez, la paix, là, si c'était ça le sujet, si c'était vraiment l'uranium enrichi, la Russie propose une porte de sortie. Alors évidemment, ça donne beaucoup de leviers en matière de services nucléaires, on va dire, dans lesquels les Russes sont très forts, à la Russie. Et on peut comprendre que les États-Unis ne le voient pas d'un bon ordre, si vous voulez, d'un bon œil, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est si vous voulez, l'échiquier change là. La Russie rentre dans le jeu moyen-oriental. L'Iran demande son plan 10 points, donc évidemment des garanties en acier trempé que les États-Unis ne l'attaqueront plus, ni Israël, et évidemment fin du blocus américain. Et donc, voilà, la question nucléaire, en fait, elle peut être traitée par les Russes. Si on ne veut pas qu'elle soit traitée par les Russes, ben, en fait, elle n'existe pas. L'Iran conserve ce qu'il a, et voilà. Donc, si vous voulez, en plus, au moment où ça s'est passé, le même jour de cette rencontre, des officiels iraniens, pakistanais et russes, des officiels du domaine de la défense, se sont retrouvés au Kyrgyzstan sous l'ombrelle, enfin au prétexte de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et ils ont discuté d'autres choses, pas directement peut-être des négociations, mais ils ont mis en mouvement, en tout cas ils ont, comment dirais-je, relancé le partenariat, qui est un partenariat terrestre pour le commerce terrestre entre l'Iran et le Pakistan. Si vous vous souvenez, mais ça fait quand même un moment que j'explique que l'Iran et le Pakistan ont des liens importants. Et ça, en fait, c'est un moyen de contourner le blocus d'Ormuz. Voilà, dans la mesure où ça gêne l'Iran. Donc tous les ports iraniens, et notamment celui de Chahabar, mais pas seulement, sont en train, en fait, de rerouter les flots d'énergie, les flots de pétrole, pour les faire échapper, si vous voulez, aux sanctions et au blocus américain. Et puis ensuite, bien sûr, il y a de nouveau la route du Nord, la route Nord-Sud, enfin le corridor Nord-Sud, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui permettait à la Russie, via l'Iran, de commercer avec l'Inde, plus la route Est-Ouest, les routes de la soie chinoise. Tout ça, maintenant, voilà, reprend du poil de la bête, dans la mesure où ça en avait perdu. En tout cas, ils ont parlé de tout ça au Kyrgyzstan. Et finalement, tout ça montre que l'Iran, non seulement n'est pas du tout isolé, contrairement à ce qu'on raconte et à ce que racontent les Américains, mais il n'est pas du tout en mauvaise posture. C'est-à-dire, ce qu'ont fait les Américains a fait le jeu des autres d'une manière étonnante, extraordinaire. Donc, si vous voulez, ce dont j'ai parlé il y a, je ne sais plus si c'est la dernière mondoscopie ou l'avant-dernière, l'enjeu, c'est le contrôle du Moyen-Orient et le contrôle du Golfe Persique. Et pour moi, il n'est pas du tout certain que les États-Unis le conservent, et je pense même qu'ils sont en train de le perdre au moins partiellement. Voilà. Alors évidemment, on pourrait parler aussi du durcissement de la position russe sur le front européen, sur le théâtre européen. Il y a eu notamment une intervention du représentant Nebensia russe au Conseil de sécurité, qui a expliqué tout le ridicule de la position de Zelensky, qui continuait à expliquer que la Russie allait se jeter sur l'Europe, qu'il était son dernier rempart, qu'il fallait l'aider, lui donner encore beaucoup d'argent, qu'il était prêt à apporter son expertise militaire, celle de ses mercenaires et celle de ses troupes, au Moyen-Orient pour aider dans l'affaire d'Ormuz. Enfin bref, il cherche tout ce qu'il peut pour exister, parce qu'évidemment, ce conflit iranien, vous l'avez bien compris, est une marginalisation, c'est ipso facto, ça marginalise quand même le théâtre ukrainien, au moins du point de vue des Américains. Bon, et là, on voit bien que les Russes sont aussi
très dur. Non seulement ils poursuivent leurs avances, leur avance sur le théâtre ukrainien, mais à petit rythme, il faut le dire, et sans doute avec des soucis, mais aussi avec des objectifs qui bougent aussi. J'essaierai de vous en parler très prochainement, mais là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout traiter. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Russes, maintenant, font des déclarations extrêmement dures vis-à-vis de l'attitude des dirigeants européens et de l'OTAN, en expliquant que, voilà, le message est passé. Ils ont bien compris que l'OTAN et l'Union européenne se préparent littéralement à un conflit de haute intensité face à la Russie, comme si l'Europe était menacée, comme si l'Alliance était menacée, et qu'ils en tireront toutes les conséquences et qu'ils sont prêts naturellement à en tirer toutes les conséquences. Bon, donc tout ça, si vous voulez, dans le contexte de la crise économique, énergétique, financière qui s'annonce, dont l'Europe va être l'une des principales victimes, arriver à durcir à ce point et à rendre radicale et folle notre haine de la Russie, qui a perdu toute... Il n'y a plus une once de raison dans la manière dont on en parle, si vous voulez. Tout ça, c'est quand même pas très malin de mon point de vue, pendant que l'intégration de l'Eurasie se poursuit, mais sans nous, clairement sans nous, et de plus en plus sans nous, et de notre fait, en dépit de toutes les perches tendues par Moscou depuis des années, et même encore d'ailleurs depuis ce conflit. Donc là, je pense que l'Europe se prépare à un isolement terrifiant, des achats d'énergie au prix le plus fort aux Américains. Je ne vois pas très bien la logique de tout ça, si vous voulez, à part une logique suicidaire, à part une logique fantasmée, en fait, sur l'indépendance stratégique européenne, sur la capacité des Européens à pouvoir être eux-mêmes une puissance militaire cohérente, autonome et convergente, et à pouvoir surtout se passer de l'énergie russe à long terme. Bon, moi, ça me semble voilà, incompréhensible, mais que dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le respect qui est sans doute la ressource dont les Européens et les Américains manquent le plus cruellement et qui va leur faire surtout le plus cruellement défaut. Je termine, je suis déjà trop en retard, c'est terrible, avec la sortie des Émirats arabes unis, de l'OPEP et de l'OPEP+. Donc, alors, il y a plusieurs interprétations. Celle qui est, la plus répandue, c'est que Abu Dhabi fait ça contre les Saoudiens ou pour inonder le marché en augmentant sa production et faire donc baisser les prix. Bon, alors ça c'est bien, mais ça résiste pas tellement à une analyse un tout petit peu plus fine sur les quantités, les capacités surtout de production des Émirats. Donc il faut savoir que les Émirats, ils ont un pipeline qui relie Fujairah à Abshan, c'est le pipeline qui permet de contourner le détroit d'Ormuz, en fait, donc c'est très important pour eux. Normalement, ce pipe a une capacité d'1,5 million de barils jour qu'on peut essayer de monter au maximum à 1,8 million de barils. Mais pour l'instant, depuis mars, en fait, ce pipeline tourne à 70% de sa capacité. Bon, donc ça veut dire qu'il y a encore une petite marge, il y a à peu près 400 000 barils qu'on peut encore faire augmenter. Enfin, ce n'est pas énorme, 400 000 barils par rapport aux besoins mondiaux journaliers. Ensuite, il y a un second pipeline qui pourrait
éventuellement permettre de produire et d'acheminer 1,5 million de barils en plus par jour, mais il n'est pas opérationnel. Et il n'est pas du tout encore opérationnel. Voilà, on parle de 2027, mais enfin, on est en 26. Donc, en gros, quand on explique que les Émirats arabes unis se retirent de l'OPEP pour ne plus être contraints par les prix et pour pouvoir augmenter leur production, inonder le marché, faire baisser le prix de l'OPEP peut-être pour complaire aux États-Unis ou essayer d'empêcher l'explosion des prix, c'est une courte vue parce qu'en fait, ils ne peuvent pas inonder le marché. Ils n'ont pas les capacités. Donc, ils n'ont pas les capacités pour l'instant. Et en fait, on doit donc se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils peuvent augmenter un petit peu, voilà, mais pas de 2 millions de barils, si vous voulez. Ils peuvent augmenter de quoi? On a dit de 400 000 à 700 000 maximum barils jour en 2026. Donc, ce n'est pas assez pour provoquer l'Arabie saoudite, qui domine quand même l'OPEP, parce qu'évidemment, si les Émirats pouvaient augmenter considérablement, très sensiblement leur production, l'Arabie saoudite serait mise en difficulté. Elle-même, elle pourrait inonder encore plus le marché avec 2 ou 3 millions de barils jour qu'elle a encore. Et ça voudrait dire que le prix du baril pourrait s'effondrer. Et donc, ça ferait s'effondrer aussi les revenus des Émiratis. Mais ça, c'est dans le cas où ils seraient capables vraiment de changer la donne, si vous voulez, de changer l'équilibre. Or là, ce n'est pas vraiment ça. En revanche, ça leur permet de faire une autre manœuvre, d'après certains analystes, qui est beaucoup plus intéressante pour eux. Et donc, il se dit qu'en fait, ils auraient décidé de sortir maintenant, précisément parce que l'état actuel de leurs installations ne leur permet pas d'augmenter la production considérablement. Elle est capée, si vous voulez. Et en revanche, ça leur permet malgré tout de l'augmenter un peu, donc de libérer des revenus et surtout de faire passer en fait leur économie qui est en très mauvaise posture depuis les frappes iraniennes en réponse aux attaques américano-israéliennes. Hein. Ils perdent des centaines de millions de dollars par jour, donc ils sont en train de réagir et ils sont en train de monétiser sans déclencher la guerre avec l'Arabie saoudite, mais de monétiser de manière très calibrée leurs ressources pour les transférer vers un nouveau rôle qui est celui dans lequel ils se voient bien et dans lequel un certain nombre de fonds américains les voient bien aussi, c'est-à-dire les grandes infrastructures d'intelligence artificielle. Et donc, le sujet, ce n'est pas le pétrole. Le sujet, c'est un changement de stratégie de développement de la part des Émirats arabes unis et qui veulent basculer vers un rôle de hub, si vous voulez, pour les infrastructures et le financement des développements de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, hein, pas seulement régionale. Or, ils ont quand même des fonds qui gèrent des milliards de dollars, plusieurs centaines de milliards de dollars. Hein, je pense qu'on est à 600, ouais, on est même à beaucoup plus que ça. On est au-delà du trillion. Ils gèrent donc des fortunes colossales, des capacités colossales de financement. Et l'idée, c'est de s'engager, si vous voulez, dans le financement de l'intelligence artificielle. Et cela, ils veulent le faire avec les grandes sociétés américaines, les BlackRock, les Microsoft, dont les deux patrons se sont rendus récemment à Abu Dhabi, hein, en pleine guerre. Bon, donc ce n'était pas pour enfiler des perles ou manger des fraises. Et donc, ils ont fait un partenariat, en fait, hein, qui a dépassé les 100 milliards de dollars, je crois.
ensemble, en engagement hein, de capitaux à investir dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Voilà. Donc entre BlackRock, Microsoft et les fonds souverains, en fait, les fonds émiratis. Bon. Donc en fait, Abu Dhabi est en train de construire une base capitalistique souveraine pour contribuer, pour être comment dirais-je, structurant dans les développements d'intelligence artificielle. Voilà. Un peu ce qu'ont fait les Saoudiens hein, après 1974, hein, après l'accord sur le pétrodollar avec les Américains, ben, les Saoudiens, ils avaient fait ça, mais avec le pétrole. Là, maintenant, c'est avec l'AI, c'est une autre ressource, mais c'est la même idée. Donc, finalement, sortir de l'OPEP, c'est l'événement qui va permettre de pouvoir retirer, de pouvoir créer suffisamment de ressources. Ça donne de la liberté, si vous voulez, et ça leur permet de redéployer leurs fonds vers l'AI, vers l'infrastructure. Voilà. On en saura certainement plus prochainement, mais l'idée, c'est finalement de sortir en fait de la contrainte dominée par de ces groupes qui sont dominés par les Saoudiens, qui eux ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. C'est de plus en plus clair hein, entre les États-Unis et notamment la Russie et la Chine bien sûr. Et donc de ne plus dépendre autant des desiderata saoudiens ou des arbitrages saoudiens, de pouvoir augmenter leur production pour maximiser leurs revenus sans déclencher pour autant une guerre totale avec les Saoudiens parce que voilà, ils ont surtout besoin de liquidité là pour l'instant pour pouvoir devenir cette espèce de grande franchise sur l'intelligence artificielle en partenariat avec les Américains, de devenir le centre de développement, si vous voulez, mondial de ça. Voilà, donc on est en train de voir qu'à l'occasion de cette guerre d'Iran, il y a des grands mouvements géopolitiques, géoéconomiques et financiers qui se mettent en place pour préserver les intérêts des uns des autres. On voit la Russie de nouveau saisir, entre guillemets, cette triste opportunité de la guerre qui est faite à l'Iran pour eh bien, faire valoir ses atouts et surtout son rôle, qui est quand même assez difficilement contournable, n'en déplaise aux Européens, mais enfin, je pense que là, on n'a tellement rien vu, rien compris depuis des années que voilà, c'est pas étonnant qu'on soit complètement largué en fait par rapport à ces évolutions, ces grandes évolutions entre grands acteurs et entre grands groupes d'acteurs, malheureusement pour l'Europe, je m'en désole, mais voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, je peux pas j'ai envie de vous parler d'autre chose, mais je n'ai plus le temps, c'est déjà trop long, déjà 50 minutes ou un peu moins. Je vous remercie de votre attention, likez, partagez, soutenez-nous, abonnez-vous, inscrivez-vous, venez au Cercle des Amis de Paix et Guerre, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine, naturellement, Mondoscopie. Il y aura sans doute plein de nouveaux développements très intéressants à passer ensemble, à essayer de comprendre. Merci chers amis, bonne soirée. Au revoir.